Bonjour Amanda Goldsworthy. Bonjour. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Absolument. C'est Très pas bien. évident pour un Français. Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin sur Europe 1. Alors il y a une chose très étonnante, c'est que la plupart des Français qui nous écoutent ce matin vous ont sans doute déjà vu, ou en tout cas entreaperçu sur un cliché officiel ou sur des images comme ça à la télé. Vous avez été pendant plus de 25 ans, la traductrice, l'interprète de François Mitterrand, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour à l'Élysée aux côtés de François Mitterrand ? En fait, ça n'était pas à l'Élysée, je m'en souviens très bien. Je précise juste une chose. Je n'étais pas à cette époque-là, et loin de là, l'interprète officiel. Il se trouve que les choses se sont un peu officialisées à partir de 2004. Et de 2004 à 2012, effectivement, j'étais exclusivement au service de l'Élysée, sans avoir un poste pour autant. Mais je me souviens, bien sûr que je me souviens de la première fois, en tout cas que j'ai rencontré François Mitterrand, puisque c'était à l'occasion de la visite d'État de François Mitterrand et Madame Mitterrand à Londres, donc en 84. Et c'était quasiment, peut-être pas mon premier contrat, mais c'était quasiment mon premier contrat. Mais comment vous arrivez comme ça dans j'allais dire l'aéropage, c'est pas le bon mot, mais dans les valises entre guillemets de François Mitterrand ? Un pur hasard. Ce que j'appelle le lucky break, c'est-à-dire un coup de chance. Un coup de chance. J'ai fait au pied levé un remplacement d'une interprète qui était, elle, sur poste en quelque sorte, titulaire au Quai d'Orsay, qui était une très grande interprète d'allemand, l'interprète d'allemand de François Mitterrand, qui s'appelait Brigitte Sauzet. Et en fait, elle devait être du voyage, sans doute effectivement pour interpréter Daniel Mitterrand. Et elle est tombée malade, elle a eu la grippe. Et elle et Christopher Thierry, qui était l'interprète d'anglais de Mitterrand, se sont dit la seule personne qui risque d'avoir un chapeau dans ses cartons, c'est Amanda. Étonnant d'ailleurs. Et c'est un chapeau qui vous a permis de suivre comme ça François Mitterrand. Un peu par hasard, mais oui, effectivement. L'une de vos premières grosses frayeurs, je crois que c'est au moment d'un coup de téléphone de George Bush. Père. En fait, c'était George Bush était déjà président, puisque c'était vers 88-89. Ouais. Et on m'a appelé à cette occasion pour aller passer ce coup de fil, enfin interpréter ce coup de fil entre Mitterrand et Bush président. Et je me suis retrouvée, donc c'était tard le soir, dans le bureau de Mitterrand, dans la première fois que je me retrouve seule, en tête-à-tête avec lui, en quelque sorte, dans son bureau. Maintenant, il y a généralement, quasiment toujours, pour ne pas dire toujours, des conseillers, d'autres gens. Mais à l'époque... C'était pas le cas. Non. Et donc, très intimidée, parce qu'on était toujours très intimidés par François Mitterrand, qui était au demeurant fort sympathique, mais très intimidant. Je me retrouve donc vers 9-10 heures du soir dans son bureau en tête-à-tête. Je m'installe sur une chaise en face de lui, de l'autre côté du bureau, et je prends les écouteurs, parce qu'à l'époque aussi, le système était assez primitif. C'était juste des écouteurs reliés par un fil à un combiné, à un poste, mais sans potentiomètre, donc aucun contrôle de volume. Et vous n'entendez rien. Je me rends compte de deux choses. Au moment où je me rends compte que je n'entends rien, ou quasiment rien, un tout petit filet de son, et que peut-on y faire ? Pas grand-chose. On ne peut pas dire au président des États-Unis « Parlez plus fort, monsieur le président ». Mais à ce moment précis, le labrador du président Mitterrand, donc Baltique, le fameux Baltique, a décidé de me sauter sur les genoux, me mettre les pattes sur les épaules, me lécher le visage. Ah oui. Et là aussi, le chien présidentiel, on le balaye pas d'un coup de main et on le met pas par terre. Donc, et comme le président n'a pas réagi, eh ben, je me suis retrouvée à essayer de récupérer mes écouteurs. J'avais des cheveux très très longs à l'époque, donc ils se sont emmêlés avec les écouteurs. Et je me suis retrouvée avec le chien sur les genoux, à me coller ce qui restait de l'écouteur sur l'oreille et à interpréter. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on a ce qu'on appelle, nous les interprètes, un sixième sens. Enfin, une espèce de... Je sais pas, il s'est produit un miracle. J'ai réussi à entendre quelque chose. Et j'ai réussi à faire le coup de fil. François Mitterrand, qui lors de votre première rencontre n'est pas forcément très tendre, il vous dit que vous avez un prénom de chèvre. À ce moment-là, donc après le coup de fil, j'étais quand même très, très tendue, on va dire, étant donné les circonstances que je viens de vous décrire. Je me lève, je me drape dans ce qui me reste de dignité, c'est-à-dire pas grand-chose à ce moment-là. Ouais. Et je lui dis « Bonsoir, monsieur le président ». Et il me dit « Est-ce que vous êtes pressé de rentrer ?» Que dit-on dans ces cas-là ? Non, monsieur le président, est-ce que vous avez besoin de moi ? Il me dit, écoutez, asseyez-vous. Et c'est à ce moment-là qu'il me dit, mais vous appelez comment ?
Je dis Goldsworthy, Monsieur le Président. Il me dit mais ça je le sais. D'autant plus que Mitterrand étant un grand féru de littérature connaissait mon nom qui est très connu en littérature britannique. C'est quoi votre prénom? Je lui dis Amanda. Et c'est là qu'il me dit mais ça c'est un prénom de chèvre. Et là j'avoue que j'ai oublié qui j'avais en face. Je lui dis je ne vous permets pas. Il me dit non, je suis désolé, je vais vous expliquer. Et c'est là qu'il m'a raconté que quand il était petit, sa mère lui racontait tous les soirs une histoire dont l'héroïne était une chèvre. Vous avez toujours un doute à propos de François Mitterrand, vous ne savez pas s'il parlait anglais ou pas? Non. Non. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Et Jacques Chirac? Jacques Chirac parlait bien l'anglais. Jacques Chirac, oui. Parle bien l'anglais. Les relations avec Jacques Chirac, elles ont été plus détendues qu'avec François Mitterrand? Comment ça se passait avec lui? De toute façon, les relations avec Mitterrand n'étaient jamais tendues. Mmh. Les relations sont rarement tendues avec les gens qu'on interprète. Parce qu'ils savent que leur message passe par nous et qu'on est porteur. Enfin, l'impact de leur message passe nécessairement par nous. C'est simplement qu'on a une image un peu plus relaxe, on va dire, de Jacques Chirac. Certainement, c'était quelqu'un qui se souciait ou qui se soucie beaucoup des autres, des gens qu'il a autour de lui. Il est très humain, très 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 humain et très gentil. Et donc il peut avoir quelques attentions comme ça pour son interprète? Souvent. Comme quoi par exemple? Jacques Chirac, ça se sait, tout le monde le sait, un très bon coup de fourchette, il apprécie beaucoup la gastronomie, il aime bien manger. Et ça le dérangeait, visiblement ça le dérangeait, que lorsque j'étais assise à côté de lui, moi ou un autre, mais en l'occurrence c'était souvent moi, que je ne puisse pas manger, parce que comme tout le monde, on m'a appris à pas parler la bouche pleine, donc par définition l'interprète est celle qui parle tout le temps. Donc quand c'est pas vers l'anglais, c'est vers le français, l'un ou l'autre. Donc de temps à autre, il me disait mais mangez Amanda, mangez. Donc je dis je ne peux pas, Monsieur le Président, je ne peux pas. Et il me dit, à plusieurs reprises, je l'ai vu faire, en disant, bon, écoutez, quels que soient ses hôtes, Amanda n'a pas mangé, donc on va s'arrêter. Je le regardais, je dis, je vous en supplie, Monsieur le Président, ne faites pas ça. Donc il interrompait les déjeuners officiels? Oui, pas souvent, mais il lui est arrivé de le faire. Ou alors, quand on était à l'étranger, parce qu'à l'Élysée, l'interprète, depuis plusieurs années maintenant, est assise ou assis à table avec les convives. Parce que c'est beaucoup plus logique qu'on soit à côté et pas derrière. C'est très gênant pour tout le monde qu'on soit derrière. Mais à l'étranger, c'est rarement le cas. Donc, souvent, lorsqu'on était à l'étranger, le président Chirac, lorsqu'il se rendait compte que... Enfin, ça le dérangeait, lui, de manger et que moi, je sois derrière. Donc, il me passait un morceau de pain qu'il beurrait ou des choses qu'il avait dans son assiette. Ce qui étonnait beaucoup, beaucoup ses hôtes. Alors, il y a eu François Mitterrand, il y a eu Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy. Comment ça se fait que vous êtes tout le temps resté comme ça du côté de l'Élysée? J'ai fait beaucoup, beaucoup d'autres choses. Oui, bien sûr, mais une fois de plus titulaire de quelques postes que ce soit à l'Élysée. Mais les présidents vous ont conservé, entre guillemets. Oui, peut-être qu'il y a une certaine logique à ça. Les interprètes connaissent très très bien les dossiers. Et vous pensez bien que des dossiers sensibles de négociation se déroulent sur de nombreuses années. Donc en fait, il y a une transmission aussi de savoir, pas simplement de compétences, mais de savoir, de connaissances. Alors des dossiers sensibles, Nicolas Sarkozy a eu à en gérer. On se souvient évidemment de la crise de 2008. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là où j'imagine que les coups de fil et les rencontres avec les chefs d'État et de gouvernement étrangers devaient être quotidiens, ou voire plus que quotidiens? Un souvenir à la fois épuisé et merveilleux. Enfin, merveilleux parce qu'on a vraiment le sentiment d'être au cœur des choses, au cœur de l'histoire d'une certaine façon, de voir l'histoire se dérouler. Là, j'ai été, pour le coup, avec mes collègues, nombreux collègues dans d'autres langues, témoin de la naissance en quelque sorte du G20, enfin la renaissance du G20. Les visites ou les rencontres, que ce soit à Washington, que ce soit à Camp David, que ce soit à Londres et bien évidemment à Paris et à Bruxelles, on était vraiment au cœur des choses. Et il y a un côté grisant? Je dirais pas grisant, passionnant. Grisant, non, parce qu'on garde toujours beaucoup, beaucoup de recul. Et puis surtout, la concentration fait en sorte qu'on n'a pas le temps d'être grisé. Nicolas Sarkozy n'est plus à l'Élysée. François Hollande l'a remplacé. Il ne vous a pas conservé. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, d'abord, je ne pense pas du tout que ce soit le choix du président Hollande. Je pense qu'il avait d'autres chats à fouetter à partir du 6 mai 2012 et que le choix de son interprète était le cadet de ses soucis.
Je pense que voilà, la roue tourne, que peut-être qu'on s'est dit il faut une nouvelle équipe. Voilà, les choses se sont faites comme ça. J'ai jamais eu d'explication officielle à quelque niveau que ce soit d'ailleurs. On a pu dire que vous étiez très proche de Nicolas Sarkozy et c'est ça qui explique que les socialistes, quand ils sont arrivés, se sont dit on va effectivement changer d'équipe. C'est possible. Si c'est le cas, c'est un peu absurde parce que on a démarré cette interview, vous m'avez posé des questions sur Mitterrand. J'ai servi aussi loyalement le président Mitterrand que Madame Thatcher, que John Major ou Tony Blair ou Oui, parce Gordon que vous Brown. avez servi d'interprète aussi ailleurs qu'en France. Beaucoup, Beaucoup. beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Aujourd'hui, je m'occupe d'une société que j'ai fondée donc en 97, qui travaille dans ce qu'on appelle nous le service linguistique, c'est-à-dire tout ce qui touche aux langues partout dans le monde, généralement, quasiment exclusivement pour des entreprises, donc des interprètes, des traducteurs, des interprètes en langue des signes, de la transcription, tout ce qui touche aux langues. Et vous continuez aujourd'hui à servir aux côtés de Nicolas Sarkozy aussi ? Oui, absolument. Lorsqu'il se déplace à l'étranger, lorsqu'il y a un public anglophone, qui est souvent le cas, je l'accompagne en tant qu'interprète. Il est bon en anglais ou pas ? Oui, il s'améliore énormément. Il s'améliore. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'être venu avec nous en studio ce matin. Merci à vous et à très bientôt et bonne fête. Merci à vous aussi. Merry Christmas.